Le modèle social français, c'est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre, n'est-ce pas? On entend un peu tout et son contraire. Trop cher, inefficace, même injuste. Mais est-ce que ces critiques qu'on entend en permanence, elles tiennent vraiment la route? Pour y voir plus clair, on va décortiquer ensemble les chiffres et la logique du système. On paye pour rien. Ah, celle-là, qui ne l'a jamais entendue? Ou même pensée d'ailleurs. Au café du coin, à la machine à café au boulot, c'est ce sentiment bien réel de voir une partie de son salaire s'envoler chaque mois sur la fiche de paie et de se demander mais où va tout cet argent? C'est vraiment de là qu'on va partir pour notre analyse. Alors justement, pour essayer de démêler le vrai du faux, on va se concentrer sur deux grosses idées reçues qui reviennent sans arrêt. La première, c'est celle-ci. On paierait des sommes folles pour n'avoir quasiment rien en retour. Et la deuxième, c'est que la France serait une sorte de championne du monde de la dépense publique, complètement hors de contrôle. Allez, voyons ce que les chiffres nous disent vraiment. Voilà le programme. D'abord, on va creuser cette idée du payer pour rien. Ensuite, on s'attaquera à la question des dépenses. Est-ce que la France est vraiment une anomalie? Après ça, on verra pourquoi il faut se méfier des comparaisons internationales. Et pour finir, on regardera quelles sont les vraies menaces pour notre modèle. C'est parti pour la première étape. Et on attaque avec ce sentiment très répandu d'être un peu le dindon de la farce. L'impression que, mois après mois, une bonne partie de ce qu'on gagne est aspirée dans une sorte de grand trou noir sans qu'on en revoie jamais la couleur. C'est vraiment ça l'idée reçue numéro 1. Alors, pour bien comprendre la mécanique, il y a un concept clé, le salaire différé. En fait, il faut voir les cotisations sociales non pas comme un impôt qui disparaît, mais comme une partie de son propre salaire. Une partie qu'on ne touche pas tout de suite, mais qu'on met de côté collectivement, pour soi-même, pour plus tard. C'est une sorte d'épargne forcée, si on veut, pour nos vieux jours ou en cas de pépin de santé. Et cette logique, elle prend tout son sens quand on regarde à l'échelle d'une vie entière. On peut la découper en 3 temps. D'abord, l'âge jeunesse. Là, on est plutôt bénéficiaire. On va à l'école, on se fait soigner, sans vraiment cotiser. Ensuite, la vie active. Là, on change de rôle, on devient contributeur. Et enfin, la retraite, eh bien, on redevient bénéficiaire en touchant sa pension et en ayant ses soins de santé pris en charge. Et ça, ce n'est pas juste une théorie, les chiffres sont très parlants. Prenons une personne active, en Mayenne, elle cotise environ 1 600 € par mois et elle reçoit à peu près 400 € de prestations directes. Maintenant, regardons un retraité. Lui, il cotise environ 400 €, mais il reçoit en moyenne 2 500 € entre sa pension et ses soins. Le transfert est limpide. Et voilà le point essentiel. C'est ça qui change toute la perspective. Payer des cotisations, ce n'est pas payer pour les autres. C'est un virement de soi-même aujourd'hui en pleine forme et au travail, à soi-même, demain, à la retraite ou malade. C'est un peu comme si on s'assurait soi-même pour l'avenir. Bon, maintenant qu'on a vu ça, passons à la deuxième grande idée reçue, le fameux pognon de dingue. L'idée que la France serait une sorte de panier percé qui dépense sans compter beaucoup plus que tous les autres pays et que tout ça serait le signe d'une gestion catastrophique. Et pour être honnête, quand on regarde ce graphique, on peut comprendre d'où vient cette idée. Oui, la France, avec ses dépenses publiques qui tournent autour de 57% de la richesse nationale, est clairement au-dessus de la moyenne de la zone euro qui est à 50%. C'est le chiffre qui est toujours brandi pour parler de l'exception ou de l'anomalie française. Le truc, c'est que s'arrêter là, c'est un peu comme ne regarder que la pointe de l'iceberg. C'est hyper trompeur. Parce que ce chiffre, tout seul, il ne raconte qu'une toute petite partie de l'histoire. Pour avoir une image complète, il ne faut pas regarder que les dépenses publiques. Il faut regarder les dépenses totales. C'est-à-dire ce que l'État paye, bien sûr, mais aussi tout ce que les gens payent de leur côté. Les assurances privées, les mutuelles, les fonds de pension, bref, la facture totale. Regardons la santé, par exemple. C'est un cas d'école. Une fois qu'on additionne le public et le privé, eh bien, surprise, la France n'est plus du tout une exception. Le coût global est en fait très proche de celui de pays comme les Pays-Bas, et il est même bien plus bas que celui des États-Unis, qui ont un système très privatisé et qui est le plus cher de la planète. La vraie question, ce n'est donc pas est-ce qu'on dépense, mais qui paye? Est-ce que c'est la collectivité ou est-ce que ce sont les acteurs privés? Et l'avantage de ce choix collectif, on le voit tout de suite. En France, ce qu'on appelle le reste à charge, c'est-à-dire ce qui sort vraiment de notre poche pour se soigner une fois que tout est remboursé, n'est que de 9%. C'est l'un des chiffres les plus bas des pays développés. Dit plus simplement, ça veut dire qu'en France, on ne se ruine pas quand on tombe malade. Et pour les retraites, c'est exactement la même histoire. Oui, la France met beaucoup d'argent public dans les retraites, c'est un fait, mais si on regarde des pays comme les Pays-Bas ou le Canada, leurs petites retraites publiques sont en fait complétées par de gros systèmes de retraite privées qui sont obligatoires. Résultat des courses, à la fin, la part de la richesse nationale qui va aux retraites, publiques et privées confondues, est très très proche.
Et ce choix d'un système collectif, il a des avantages qui ne sont pas négligeables. D'abord, la sécurité. On est protégé des crashs boursiers. Ensuite, la fiabilité. C'est l'État qui garantit, pas une entreprise privée qui peut faire faillite. Et enfin, l'efficacité. Il n'y a pas de profit à verser à des actionnaires ni de millions à dépenser en pub. Chaque euro va directement là où il doit aller, à la protection sociale. Ok, donc si on résume, le problème ne semble être ni une injustice fondamentale, ni un gaspillage hors norme, mais alors où est le vrai défi? Eh bien, il est devant nous. Il est dans l'avenir et dans la capacité du modèle à s'adapter. Et ce grand défi, il a un nom, la démographie, le vieillissement de la population. Pour faire simple, la part des plus de 65 ans dans la population va exploser. On va passer d'environ 20% aujourd'hui à quasiment 30% en 2070. Et comme ce sont eux qui ont le plus besoin des retraites et des soins de santé, c'est mathématique, les dépenses vont forcément augmenter. Et face à ça, on est devant un choix de société, un vrai. Il n'y a pas 36 solutions. Soit on décide de réduire le niveau de protection pour que les dépenses restent stables, soit on trouve de l'argent frais pour financer ce besoin croissant et maintenir le système. C'est tout l'enjeu du débat politique d'aujourd'hui et de demain. Et attention, ce choix n'est pas abstrait du tout. Les conséquences sont très concrètes. Le Conseil d'orientation des retraites a fait le calcul. Si on continue sur la lancée actuelle, c'est-à-dire en serrant la vis sur les dépenses, le niveau de vie des futurs retraités pourrait baisser de 15, voire 25% par rapport à celui des actifs. C'est énorme. Mais cette baisse n'est pas une fatalité, c'est un choix politique. Les sources sur lesquelles s'appuie cette analyse explorent d'autres pistes. Par exemple, faire contribuer davantage les entreprises qui font le plus de profits, ou encore mieux imposer les très hauts revenus et les grands patrimoines. Une autre idée serait de réorienter des aides aux entreprises qui sont jugées peu efficaces. Ce qui nous amène à la question finale. Le mauvais calcul, au fond, ce n'est peut-être pas celui qu'on imagine. Est-ce que le vrai mauvais calcul ne serait pas d'affaiblir un système qui, chiffre à l'appui, fonctionne plutôt bien et nous protège tous? Non pas parce qu'on n'a pas le choix, mais simplement pour éviter de demander un effort supplémentaire aux plus aisés. La question, en tout cas, est posée et elle est au cœur de notre projet de société.